Rachel Bouvet de l'Université du Québec à Montréal, de nous honorer en participant à notre séminaire Art et mutation actuelle, écologie, technologie. Et là, c'est une séance qui est à la fois une séance de ce séminaire et puis une séance du groupe de recherche TEPIC, Théâtre et Transition, Écologie profonde, Intelligence collective. Donc, Catherine et Rachel sont toutes les deux professeurs à l'Université du Québec à Montréal dans le département d'études littéraires. Rachel mène des recherches depuis longtemps sur la géopoétique et le végétal. Elle a publié plusieurs essais individuels, trois, et aussi des essais et des ouvrages des essais en collaboration ou des ouvrages collectifs. Elle a cofondé Elle a traversé, qui est un atelier de géopoétique, ainsi que le GRIVE, dont il va être question aujourd'hui, qui est un groupe, c'est l'acronyme pour Groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement. Et c'est le groupe qu'elle dirige actuellement. Et elle est responsable d'un partenariat qui s'appelle Rêve, reconnecté avec le végétal et l'environnement. Catherine Cyr est pour sa part spécialiste de dramaturgie contemporaine. Elle est autrice de multiples articles, études sur le théâtre contemporain qui sont parus dans différents ouvrages et dans différentes revues. Elle a dirigé pendant 8 ans la revue Percée, l'exploration en art vivant, et le groupe de travail interdisciplinaire avec art vivant et écologie au Québec de 1922 à 1924, donc de sa fondation à 1900, pardon, à 2024, de 2022 à 2024, juste un siècle de retard. Et donc, elle contribue actuellement à un projet du GRIVE à réécrire la forêt boréale, pratique collaborative et spéculative entre littéraires et écologistes. Et voilà, ces recherches portent beaucoup sur les approches écopoétiques en art vivant. Donc, nous nous étions rencontrés l'année dernière pour penser à cette séance, il y a à peu près un an, je pense, dans un café pas loin de l'UQAM. Et le titre de la conférence, c'est Collaboration au pluriel intersectoriel et recherche-création, le cas du GRIVE, donc groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement. Et je vais vous laisser la parole, Rachel et Catherine, en vous remerciant encore. Merci beaucoup, Brigitte et Stéphane, de nous accueillir. Ça nous fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Rachel et moi, on a préparé une petite présentation visuelle, alors je vais rapidement partager l'écran. Rachel, je ne sais pas si tu as envie de dire quelques mots de salutation avant que je procède. Oui, alors bonjour à tout le monde et puis merci à Brigitte et Stéphane de nous accueillir dans votre séminaire. C'est vraiment un plaisir. Ce serait encore mieux si on pouvait être sur place, mais bon, Ouais. au moins être en ligne, ça nous permet d'être avec vous. On a eu un peu peur ce matin parce qu'il y a des forts vents ici et on s'est demandé si l'électricité allait tenir. Ça a coupé pendant la nuit, mais aujourd'hui ça a l'air d'aller. Donc voilà. En début, la semaine dernière, c'était le verglas qui nous a obligés à faire un événement en ligne au lieu d'être en présentiel. Donc, on vit selon les aléas de la météo. Voilà. Donc, Catherine, je te laisse Oui, donc ouvrir. je vais partager tout de suite mon écran. Donc, ça, ça, on va aller au début. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que ça va le partage? Parfait. Oui. Alors, donc je vais laisser ma collègue Rachel commencer la présentation.
Donc, Merci, Catherine. Donc, quelques mots à propos du GRIVE, une équipe qui a été mise sur pied suite à des recherches sur l'imaginaire botanique que j'ai menées avec ma collègue Stéphanie Postumus de McGill. Des recherches qui se situaient au départ dans le domaine littéraire. Et très vite, nous avons senti le besoin de faire appel à des botanistes pour mieux comprendre l'univers végétal et aller au-delà de la lecture de textes de botanistes ou de philosophes. Et c'est notamment en allant avec eux sur le terrain, avec des géographes, des écologues, des historiens, que nous avons pu développer notre lien au végétal. Donc, à la manière du rhizome qui se répand en créant de nouvelles ramifications, les recherches sur les plantes ont progressivement dépassé la sphère de l'analyse littéraire pour s'aventurer plus loin. Ces travaux ont mené à la constitution d'un groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement, dans lequel collaborent des chercheurs et des chercheuses de diverses provenances, donc du secteur des sciences avec la biologie végétale et les sciences de l'environnement, du secteur des sciences humaines avec l'histoire de la forêt, l'histoire du végétal, la géographie aussi, bien sûr, du secteur des arts avec les arts visuels, l'histoire de l'art, les études littéraires et ses différentes approches théoriques, éco-critiques, éco-poétiques, sémiotiques, géopoétiques, humanité numérique et recherche-création, dont je parlerai un peu plus tard. Récemment, des collaborateurs et collaboratrices se sont joints à l'équipe, des chercheurs et chercheuses en théâtre, en danse, en jeux vidéo, en éducation à l'environnement. Donc, ce qui s'est développé, c'est une intersectorialité à la fois coopérative et universitaire, plutôt que d'interdisciplinarité. Il serait plus juste de parler d'intersectorialité, vu que les différents secteurs sont représentés. Au départ, il y avait 6 universités impliquées, l'UQAM, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université d'Angers. Et récemment, des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski et de l'Université Aix-Marseille se sont ajoutés, mais aussi de fil en aiguille, des artistes, des écrivains, des écrivaines, des enseignants et enseignantes de cégep, c'est le niveau collégial en France, le lycée si vous voulez, oui plutôt le lycée, et de même que des partenaires en dehors de l'université, j'en parlerai un peu plus tard. Alors actuellement, il y a 14 chercheurs et chercheuses, 23 collaborateurs et collaboratrices, une coordonnatrice, qui est là d'ailleurs, je pense que Laetitia est présente. Il y a certains des collaborateurs et collaboratrices qui sont présents aussi, j'ai vu Johanna tout à l'heure. Et puis 23 membres étudiants. Alors l'objectif principal de l'équipe est de créer un espace d'échange en vue de transformer nos rapports aux plantes et à l'environnement grâce à des outils et des activités de sensibilisation et de conscientisation ancrées dans une éthique de la nature, informée par les enjeux environnementaux contemporains. L'approche méthodologique repose évidemment sur l'interdisciplinarité et l'intégration de 4 perspectives complémentaires. La première, ce sont les expériences et les expérimentations. Ensuite, deuxième perspective, celle de l'imaginaire et des représentations. Troisième perspective, les échanges et le renouvellement des savoirs. Et enfin, quatrième perspective, la conscientisation et l'engagement. Alors, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site de Grive si vous êtes curieux d'en savoir davantage. Je vais vous parler maintenant du partenariat Rêve, puisque rapidement, l'équipe a mis sur pied des projets qui étaient tournés vers le partenariat avec des centres de recherche, d'une part, par exemple le CEF, le Centre d'études de la forêt, le CRMR, qui est le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, et la SFR Confluence de l'Université d'Angers, plus particulièrement l'équipe culture du végétal, avec qui on collabore depuis de nombreuses années. Mais il y a aussi un partenariat avec des organismes non universitaires parce que l'équipe s'est tournée
où s'est ouverte à d'autres manières d'envisager le rapport au végétal, notamment sous l'angle pratique, si je puis dire, avec le Jardin botanique de Montréal, où nous avons fait plusieurs activités de découverte, de flânerie, découverte des plantes et des jardins, en compagnie de l'ethnobotaniste Alain Cuérier, qui est membre de GRIV. Également sous l'angle créateur, avec des organismes à but non lucratif tels que La Traversée, atelier de géopoétique que j'ai cofondé en 2004, et j'y reviendrai un peu plus loin, ou encore les Piliers Verts, un OBNL situé à Trois-Rivières, qui a pour mission de promouvoir une culture écologique et solidaire en développant des pratiques urbaines et rurales durables grâce aux pratiques artistiques. Donc là où il y avait avant des frontières interdisciplinaires, je dirais qu'il y a maintenant un mouvement qui prend la forme d'une confluence. J'aime beaucoup ce terme de confluence. On pourrait parler de confluence intersectorielle peut-être. Et pour ce qui est de la question de la transdisciplinarité de la recherche-création, j'y reviendrai plus loin. Le partenariat a été développé à partir de 2021 et nous avons fait donc la semaine dernière une journée bilan des 4 années de subvention du CRSH pour le développement du partenariat et nous venons de soumettre un nouveau projet pour poursuivre nos activités. Donc on pourra en reparler peut-être à la fin si ça vous intéresse. Alors il y avait 3 axes de définis au départ, vous les avez enfin sur la diapo d'avant. Merci Catherine, tu vas trop vite. C'est donc se reconnecter au milieu humide, tisser des liens à partir du matériau végétal et jardin et communauté. Donc ces axes sont présentés. Vous avez l'adresse de notre site web concernant la programmation des activités puis la présentation des axes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le dernier axe, jardin et communauté et en particulier l'atelier qui a été organisé au mois de septembre l'année dernière. Donc, je vais le décrire très rapidement et Catherine va prendre le relais pour en parler plus en détail. Donc, on peut passer peut-être à la prochaine diapo. Cet atelier donc visait à aborder le végétal comestible à partir d'une perspective alimentaire, culturelle et urbaine. Il s'agissait donc de créer des lieux de rencontre et de discussion à l'intérieur des jardins multiethniques de Montréal afin de découvrir la diversité des légumes racines, des fruits plantés sur l'île, de connaître aussi les histoires qui les entourent et les pratiques culturelles qui les fondent, de partager des expériences de jardinage depuis la plantation jusqu'à la récolte. Et on a même mis la main à la pâte, ou plutôt la main à la terre, la première journée. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'on regarde la vidéo, Catherine? Oui. Est-ce que tu veux l'introduire ou je fais simplement la... Bah, écoute, c'est qu'on avait avec nous, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de son nom, Ève et Nicolas, je pense, qui ont réalisé donc une vidéo, qui ont vécu l'atelier avec nous et à qui on avait donné le mandat de réaliser une capsule, comme on l'a fait aussi pour les autres ateliers. Donc vous pouvez aussi voir les capsules vidéo en ligne sur notre site web. Voilà, donc ça donne un aperçu des 3 jours d'atelier. Alors, je vais lancer la vidéo. C'est une courte vidéo de 6 minutes environ. Quand j'étais petite, puis que quand on avait des chicanes de petites filles ensemble, autour du jardin, on venait, puis on discutait, puis on mangeait une carotte, puis il n'y avait plus de chicanes. Fait que, on s'est dit, c'est la sociabilité. Vous êtes quand même dans un des jardins les plus importants au monde. C'est un jardin qui présente la diversité des plantes alimentaires et utilitaires. Il y a des cultures que j'aurais pas nécessairement besoin d'enlever, mais l'idée aussi, c'est de redonner les légumes qui sont là à la communauté, au restaurant.
si on devait décerner un prix au plus laid jardin communautaire de Montréal, c'est probablement nous. Par contre, le jardin à l'intérieur, c'est une autre histoire. Depuis que je suis ici au jardin, je me sens chez moi. Parce qu'à Haïti, on a mangé vraiment tous des choses naturelles. On ne peut pas garder les choses au frigo. C'est toujours aller au jardin pour prendre des choses pour préparer. Elle a vraiment envoyé un grand merci. La ville nous a permis d'avoir un terrain pour qu'on puisse cultiver le propre réserve, afin de soulager le manque de pays surtout, et de permettre de connaître d'autres plants qu'on n'a pas, les gens ne connaissent pas ici, surtout pour bénéficier de tous ces plants-là. Ça prend beaucoup de superficie, puisque plus ton plant va grandir, plus il va faire des fruits d'arachide autour. Donc, il faut que ce soit un sol qui est léger. C'est pour ça qu'en Afrique de l'Ouest, la culture de l'arachide a été très développée dans des régions sahéliennes comme le Sénégal, comme le Niger, parce que c'est des terres qui sont très sablonneuses. On a ramené des grains de chez nous. Présentement, j'ai des grains qui sont en route là. In 1998, we bring the seed from Bangladesh and we keep some seed. Look. Changement de décor transitoire au Forum des Amis des Parcs. On cultive des liens entre les lieux, entre jeunes, terre et communauté, solidarité et résilience. Manger des bonnes choses versus on va dépenser de l'argent pour faire son voyage dans le sud, là. On va dépenser de l'argent pour s'acheter des vêtements, mais comme on vient pour acheter une betterave qui est bio, qui a été cultivée pendant des semaines, désherbée pendant tout un été à la main, mais là on va la trouver chère. Quand on parle de territoire, il y a là où on est, mais il y a aussi là où on a des connexions différentes avec par nos familles ou par nos communautés aussi. Et souvent, il y a une déconnexion pour beaucoup entre nous avec l'alimentation puis avec nos territoires. Ici, le jardin Saint-Thomas, c'est quand même curieux. C'est dans une partie du quartier qui est plutôt résidentielle. C'est en arrière de l'église Saint-Thomas et on a l'impression d'être à la campagne. Le jardin collectif, donc c'est plus comme un groupe de personnes et dans la saison, il y a plusieurs récoltes, il y a plusieurs actions, des rôles différents et ça crée vraiment une belle communauté. Puis parfois, on recroise ces gens-là sur la rue dans le quartier et on s'informe sur « Ah, il y a telle activité, telle autre ». Donc, ça donne beaucoup plus que juste de la nourriture. Moi, le jardin, on dirait que ce que ça touche, en fait, c'est vraiment comme un acte de résistance. C'est comme une façon, en fait, de célébrer la beauté du monde. Alors, je vais maintenant prendre le relais de Rachel pour cette partie de la présentation.
Donc, je vais poursuivre la conférence en évoquant deux activités qui ont pour moi fait saillie au fil de ces 3 journées très denses, 3 journées remplies de rencontres, d'échanges et d'exploration à foison. La première activité dont je vous parlerai est la visite du jardin communautaire Le Goupillier, jardin donc qui a été qualifié dans la vidéo du plus laid jardin de Montréal, qui a été en fait une visite qui s'est dépliée en plusieurs étapes. La visite a été organisée par Sugir Celia, que vous avez entendu dans la vidéo, qui est une doctorante qui conduit sa recherche au croisement des études urbaines et de l'ethnobotanique. Sugir est également aussi membre du Jardin Le Goupillier, elle en est la responsable. Donc, Jardin Le Goupillier, qui est un jardin communautaire qui se situe dans un secteur précaire, fragile et défavorisé du quartier Saint-Michel à Montréal. C'est un quartier qui est foncièrement multiculturel, voire interculturel, tant les frontières entre les quartiers adjacents, mais surtout entre les origines, les langues, les cultures, les traditions et les pratiques y sont poreuses. Ces enchevêtrements et ces intrications se reflètent d'ailleurs, et j'y reviendrai, dans le jardin, à travers la cohabitation et le mélange des végétaux indigènes et des plantes et des semences voyageuses. Ce qui a surtout attiré mon attention lors de cette journée, ce sont les inégalités sociopolitiques et les questions de justice ou d'injustice environnementale que rencontrent les habitants et les habitantes du quartier Saint-Michel, mais aussi tout l'écoumène élargi ici à l'ensemble du vivant, plantes, oiseaux, animaux, petits pollinisateurs. Dont l'existence est peu prise en compte par les structures étatiques et politiques qui les oppressent. Aussi, j'ai été vivement interpellée lorsque Sugir, sur le seuil de la visite, nous a présenté l'historique tout particulier du jardin Le Goupillier. Et là, je vous le raconte en quelques mots. Pendant plusieurs années, le jardin était situé tout juste devant une petite centrale électrique. La structure constituait une importante source de pollution visuelle et sonore, à peine camouflée par quelques arbrisseaux. Mais ça n'empêchait pas les jardinières et les jardiniers de pleinement investir le lieu pour y cultiver leurs légumes, pour y cultiver leurs plantes aromatiques, mais aussi pour œuvrer à faire communauté ou œuvrer à faire des cabanes, au sens où l'entend l'écrivaine et chercheuse Marielle Massé, en mettant donc de l'avant l'idée de l'hospitalité et l'idée de la collaboration. Je cite un petit passage de Nos cabanes de Marielle Massé. Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabanes des huttes de phrases, de papier, de pensée, d'amitié, de nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, des modalités de la pratique. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire, toujours aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Donc, le jardin Le Goupillier, en plus de ses vertus nourricières, était en effet un site où se mettre à plusieurs et où fabriquer du commun. Cet espace était un lieu de rencontre important pour des personnes issues de l'immigration, des personnes déracinées et qui trouvaient là un nouveau chez-soi, un endroit où tisser et retisser des liens pour établir de nouvelles nouaisons, pour le dire à nouveau avec les mots de Marielle Massé. Or, Hydro-Québec, qui est la société d'État qui a le monopole de l'électricité au Québec et qui, ce faisant, détient un pouvoir économique et politique important, Hydro-Québec, donc, a souhaité agrandir sa centrale électrique en accaparant l'espace du jardin et en le relocalisant un peu plus loin, dans un espace où la pollution de l'air et la nuisance sonore qui est due aux installations électriques, on les voit un peu d'ailleurs là à l'écran, donc la nuisance sonore, elle est là-bas décuplée. Malgré des consultations publiques défavorables au projet, malgré un mouvement citoyen de résistance, notamment porté par Sugir, le jardin a été relocalisé
à l'encontre donc de la volonté citoyenne. Lors de notre visite du nouveau jardin, afin de nous faire éprouver l'invasion sonore de la centrale électrique, Sugir nous a invités à un bref exercice mobilisant la conscience corporelle réflexive. Il s'agissait de faire silence, de fermer les yeux et de tendre l'oreille pour se laisser provisoirement habiter par le paysage sonore, les grésillements, les vibrations, le bruit du courant qui passe dans les lignes de tension, mais aussi, s'y entremêlant, le bruissement du vent, les voix des passants, le bourdonnement des abeilles, le cri d'un faucon émerveillant. Cette forme d'écoute constitue un micro-geste qui participe de ce que l'artiste et chercheuse en danse Katia Montaignac désigne comme une forme attentionnelle augmentée ou aiguisée. Par ce geste d'écoute immobile, à peine un geste, l'attention se concentre sur le jeu des échelles, sur l'enchevêtrement des présences à forte densité et des présences infimes, microscopiques. L'attention se mobilise aussi sur la signification de ces enchevêtrements. Pour Montaignac, cette forme d'écoute engage un décentrement radical qui invite à éprouver et à penser la relation à l'environnement, notamment aux présences micropolitiques qu'il compose. Elle rappelle, je cite Katia Montaignac, que Félix Guattari et Sully Rolnick relient le terme micropolitique à une pensée vivante qui s'expérimente dans la relation pour désigner une agentivité qui infuse discrètement le monde sans le surplomber, à l'antipode des rapports de domination valorisant l'extraordinaire et le tonitruant. Pour moi, l'écoute de ce qui bruisse près du jardin Le Goupillier, l'écoute de ces frémissements du vivant qui se superposent au son de la centrale électrique ont participé à aviver mon attention, à ressentir à travers corps cette agentivité discrète qui trouve ensuite écho dans la résilience du jardin et des gens qui le font vivre. Des gens qui s'attachent à travers le jardin à élaborer une fabrique de commun. Alors, habitée par cette expérience de l'écoute aiguisée, je me suis ensuite, pendant la visite du jardin, rendue poreuse à l'environnement et aux rencontres humaines et végétales qui ont jalonné la suite du parcours. 6 jardiniers et jardinières venus d'Haïti, mais aussi de Zambie, du Cambodge ou encore du Vietnam, ont partagé avec nous des secrets horticoles, mais surtout, et c'est ce qui m'a saisi, ces personnes ont livré, à travers le récit des semences migrantes ou des rencontres humaines, ces personnes ont livré une partie de leur histoire, de leur propre migration et de leur propre enracinement en sol étranger. C'est ici, encore une fois, l'expérience de l'écoute qui s'est déployée, mais une écoute cette fois-ci de récits, des récits successifs et résonnants. Je vous lis un extrait du compte-rendu de la journée, rédigé par la doctorante Sophie Archambault, et qu'on retrouve d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site du CRIF. Alors Sophie écrit: Nous avons pu constater la générosité des jardiniers qui nous invitaient systématiquement à goûter aux fruits, ou plutôt aux légumes de leur labeur, comme ce jardinier algérien qui nous a fait découvrir le chardon d'Espagne, une plante traditionnelle de son pays. Une jardinière haïtienne nous a quant à elle mentionné que le goupillier lui donne la chance de faire pousser du lalo, une plante essentielle dans sa culture, ce qui l'a amenée à se confier sur la relation qu'elle entretient avec le jardin. Ici, je me sens chez moi, dit-elle. D'ailleurs, on l'entend dans la vidéo. Notre groupe a d'ailleurs été impressionné par le pouvoir rassembleur du lalo, cette plante qui s'est fait une place non seulement dans le jardinet de cette jardinière, mais aussi dans le jardin d'un jardinier zambien, dans celui d'un jardinier cambodgien, qui était tout simplement intrigué par cette plante populaire au sein du jardin et qui a souhaité l'explorer à son tour. Il semble donc qu'à travers le lalo se créent des rencontres entre les humains, mais aussi entre les cultures. Tout au long de la journée, nous avons ainsi pu tout à la fois, à l'invitation toujours des jardiniers et des jardinières,
cueillir des légumes ou des herbes et recueillir des paroles, recueillir des récits de vie. Dans la dernière partie de la journée, ces récits ont constitué le terreau commun sur lequel se sont ensuite déposés d'autres récits horticoles, d'autres savoirs partagés, notamment dans une vivifiante conférence-démonstration au jardin par l'horticulteur Amidou Maïga, qu'on voit à l'écran sur la photo de droite. Amidou en train de nous parler de la culture de l'arachide. Cette journée au Goupillé nous aura permis, comme l'écrit Sophie, que je cite à nouveau, ça nous aura permis d'aller non seulement à la rencontre des végétaux qui y prospèrent, mais aussi des histoires qui les entourent et des pratiques culturelles qui les façonnent. Des pratiques résilientes et résistantes. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau et je vais enchaîner avec une deuxième activité. Alors, la deuxième activité qui pour moi est ressortie s'est déroulée au Jardin botanique de Montréal lors de la dernière des 3 journées d'atelier. Après un parcours dirigé dans les jardins nourriciers en matinée, où nous avons eu l'occasion de déambuler parmi plus de 400 espèces botaniques qui s'y trouvent, où nous avons pu sentir, toucher, goûter des tomates, des tamarillos, du gingembre miyoga, des graines d'amarante, des feuilles de stevia notamment. Après ces activités matinales, l'après-midi était dédié à une série de tables rondes, conférences et entretiens. Donc, je dirais quelques mots de l'entretien que le biologiste et spécialiste des interactions plantes-insectes, Guy Moffett, a conduit avec Geneviève Boudreau, que vous voyez à l'écran. Geneviève Boudreau, qui est autrice de l'essai Une abeille suffit, carnet d'observation d'un jardin urbain. Alors que lors des activités intersectorielles auxquelles j'ai eu l'occasion de participer dans les dernières années, ce sont souvent les artistes, les écrivains, les écrivaines qui sont allés à la rencontre des savoirs et des projets de recherche scientifique. J'ai trouvé intéressant de voir ici un renversement du schéma habituel et d'observer le biologiste, avec son bagage propre, entrer doucement dans l'œuvre littéraire, entrer dans sa prose, dans ses passages poétiques, dans ses dessins. Donc, je vous présente l'ouvrage, je l'ai avec moi. C'est un essai qui prend la forme d'un carnet hybride où cohabitent des observations par Geneviève Boudreau sur les plantes, les abeilles et l'entomofaune, donc tout le petit peuple des insectes de son jardin. Ces observations s'entretissent avec ces dessins d'abeilles faits au crayon à papier et avec des descriptions, des réflexions sur la cohabitation avec le vivant, des poèmes et avec ce qu'elle appelle des exercices de littérature, c'est-à-dire des passages où l'autrice interroge sa pratique scripturaire, où elle interroge la fonction de l'écriture dans sa démarche de reliance avec son environnement immédiat, comme avec elle-même. Écrit pendant les étés 2020 et 2021, Une abeille suffit trouve ses racines dans un constat de l'écrivaine qui, alors qu'elle était recluse dans son jardin, et on se rappellera que ce sont les étés de la pandémie, donc tout le monde était reclus à ce moment-là. Donc recluse dans son jardin, elle se rend compte qu'elle est incapable d'identifier avec précision l'essentiel des plantes et des insectes qui peuplent l'espace qu'elle cohabite pourtant avec eux. Observant qu'elle ne peut pas connaître intimement ni s'attacher à ce qu'elle ne peut pas nommer, elle entreprend ce projet de nomenclature qui en fait lui apprend à changer son regard, lui apprend à changer ses pratiques attentionnelles, lui enseigne à faire partie du monde sans en occuper le centre. Elle écrit, je la cite, « J'apprends à servir plus petit et plus grand que moi, des existences brèves et sans nombre. La vie d'un insecte ou celle d'une fleur est tellement éphémère qu'elle me semble à peine s'inscrire dans le monde.
Pourtant, chaque vie minuscule ouvre une brèche vers un ailleurs, une autre dimension, où naître et mourir ne signifie rien. Plus cette vie est restreinte, plus la brèche est grande. Portant son attention sur l'infime, le minuscule, les textes et les dessins de Boudreau me font penser à ce qu'écrit l'historienne de l'art Estelle Zongmengual dans son ouvrage Apprendre à voir, où elle préconise, pour participer d'une compréhension et d'un renouvellement de notre relation avec le vivant, elle préconise un renversement de l'attention. Adossé au tournant des humanités environnementales, hein, qui questionne l'anthropocentrisme, qui prend en compte l'agentivité de l'autre qu'humain, Zongmengual s'attache à déplacer les marges vers le centre, à déplacer le regard, à prendre en compte ce qui, dans l'ordinaire des jours, comme dans nos pratiques littéraires et artistiques, est habituellement minoré. Il s'agit de considérer. Il s'agit, pour le dire avec cette fois les mots de la philosophe Vinciane Després, de faire des déclarations d'importance au vivant non remarquable, qui devient alors l'objet de l'attention et qui s'extrait ce faisant de l'anonymat et de l'indistinction. Pour l'historienne de l'art comme pour la philosophe, ce déplacement attentionnel relève du geste micropolitique que j'évoquais tout à l'heure, en ce qu'il peut contribuer, en ces temps de crise écologique, à aiguiser l'attention, à affûter les sensibilités, à tisser de nouvelles reliances et collaborations avec le monde vivant. En évoquant sa démarche, Geneviève Boudreau écrit dans Une abeille suffit: « Ce que je veux, c'est nommer le réel dans une langue que je peux faire mienne pour rendre à l'être sa singularité, et avec cette singularité son caractère irremplaçable. Ce n'est plus l'observation seule qui s'inscrit sur la page, mais la mémoire d'une existence désormais partagée. » Tout au long de son livre, l'autrice se relie aussi à travers un fin dialogue intertextuel avec des auteurs et autrices qui ont aussi écrit sur leur relation à la flore ou aux abeilles. Je pense particulièrement à Maurice Maeterlinck, bien sûr, mais aussi à Marie Huguet, à Dominique Fortier et à travers elle à Emily Dickinson. Boudreau écrit, je la cite à nouveau: « Dans son essai retentissant sur la poète Emily Dickinson, Dominique Fortier raconte: Émilie écrit pour témoigner. Ici a vécu une fleur, 3 jours de juillet de l'an 1800, tuée par une ondée un matin. À son image, avance Boudreau, j'apprends à porter attention à la singularité de ces vies éteintes à peine après s'être esquissée. » Aussi, chez l'autrice, le geste attentionnel se prolonge dans l'écriture, tout particulièrement dans l'action nominative. Nommer le vivant, c'est le faire exister. Si l'affirmation me paraît par trop logocentriste, le monde et notre relation à celui-ci existent évidemment hors langage. L'action nominative qui revient au fil des pages d'une abeille suffit alimente une écriture qui fait s'entrecroiser une connaissance et un attachement progressif au petit peuple du jardin. Se développe aussi une réflexion sur la traversée poétique de l'écriture et sur la signification même de cette démarche. L'objet présente donc aussi les doutes de l'écriture, les failles de l'écriture, ses vacillements. Ainsi, Boudreau écrit dans son exercice de littérature numéro 3, je cite: « Est-ce que le but premier de ce carnet est vraiment de reproduire fidèlement les abeilles du jardin? Plus j'avance, plus je comprends que je désire plutôt traduire ce qui me lie à elles. Cela tient à la langue qui les incarne dans l'espace où j'habite, aux traits de crayon qui les inscrit dans le mouvement de ma main, une corporéité du langage. » L'entretien que Geneviève Boudreau a accordé à Guy Moffett lors de nos ateliers s'inscrit dans la suite de ces réflexions. L'échange a permis au public qui était présent et qui ne connaissait pas du tout l'ouvrage de l'autrice de le découvrir. Et il a permis aux gens comme moi qui l'avaient lu d'entrer, je dirais, dans la fabrique d'écriture de l'autrice et de mieux comprendre sa démarche. Les questions du biologiste Guy Moffett
loin d'entraîner la littérature sur le terrain de la science, mais en apportant ça et là des éléments tirés de son propre bagage de connaissances et d'expériences. Donc, les interventions du biologiste ont permis d'éclairer des aspects de la démarche de création. Le dialogue a ainsi mis en lumière ce qui traverse en filigrane l'ouvrage, notamment que celui-ci, comme l'écrit Sophie Archambault, que je cite encore, cet ouvrage est un acte de reconnaissance envers le vivant, une manière de penser le jardin qui permet peut-être ultimement de penser, P-A-N-S-E-R, penser notre relation à la nature. Et là, j'aimerais vous faire entendre un tout petit extrait de cet entretien, un tout petit extrait audio donc du balado qui a été tiré de l'entretien, où l'autrice nous parle justement de l'importance de l'intersectorialité et de l'intertextualité dans sa démarche d'écriture. Donc, on va espérer que ça fonctionne. D'accord. OK. Je dois juste le placer au bon endroit. Ah, j'ai pas le... Jardins et communautés, un balado proposé par le groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement dans le cadre du partenariat REV. Épisode 8, entrevue avec Geneviève Boudreau. J'arrive pas à voir l'extrait que j'avais présélectionné. C'est un petit peu embêtant. Bon, écoutez, le temps file, c'était à peine 1 minute et demie. On pourra laisser les coordonnées du balado dans le chat à la fin de la rencontre parce que j'arrive pas. C'était. Attendez, je vais quand même refaire une tentative. Mais Dans le jardin potager, on cultive à la fois les aliments et je vois pas du tout comment je peux faire avancer le document. C'est vraiment curieux. À la maison, ça faisait pas ça. Donc, écoutez, je vais revenir à la présentation. Puis, on mettra tout simplement les coordonnées dans le chat. Pour terminer, quand même, j'aimerais revenir au livre, puisque je ne vous ai pas parlé beaucoup de poésie. J'aimerais donc, avant de laisser la parole à nouveau à Rachel, vous lire 2 petits extraits du recueil de poésie. Donc, je commencerai par celui-ci. Est-ce que vous voyez à l'écran, en fait, oui, c'est un extrait du texte poétique, mais à droite, ce sont les dessins de l'autrice qui a vraiment fait des dessins d'observation elle-même au jardin. Alors, le premier extrait va comme suit. Je lis les ailes comme une écriture, le trait parfois si fin qu'on ne sait plus ce qui existe devant soi. L'arrondi s'effrite, le poids retrouve sa gravité. Ce qui survit dans l'insecte ou la phrase immobile, je ne sais pas l'approcher. Je vous lis un deuxième et dernier extrait. Éclisse de bois dans l'herbe, bille orange surgit d'un passé lointain. Cadavre bleu sciant d'une guêpe chalcide sans nom vernaculaire, trouvé dans une lanterne. Un fatras de pièces anodines s'assemble en une phrase. En une phrase. Même les paysages les plus intérieurs ont leur propre syntaxe, leur moment de clarté. Donc voilà pour Une abeille suffit. Je vais maintenant redonner la parole à ma collègue Rachel. Oui, merci Catherine. Alors moi, je vais vous parler d'une autre activité qui a eu lieu pendant cet atelier sur les jardins, qui est le retour de flânerie. Mais pour mettre en contexte, je vais vous présenter quelques éléments de géopoétique, puisque c'était grâce au partenariat avec l'atelier de géopoétique, la traversée, que cette activité a pu être mise en place.
Alors, comme je suppose que vous ne connaissez pas trop la géopoétique, qui n'est pas vraiment enseignée à l'université, je vais en dire quelques mots. Alors, pardon, la géopoétique est souvent désignée sous la métaphore du chant par son fondateur, le poète et philosophe Kenneth White. Elle se présente moins comme une sous-discipline ou comme une approche théorique que comme un champ de recherche et de création transdisciplinaire. Donc le champ du grand travail, comme il se plaît à le nommer, accueille autant des écrivains et des écrivaines que des scientifiques, des artistes, des urbanistes, des architectes, des chercheurs et des chercheuses, mais aussi des enseignants, des enseignantes de tous les niveaux, des gens qui ont en commun d'être avant tout, je dirais, des voyageurs ou des voyageuses, des flâneurs et des flâneuses, des lecteurs et des lectrices, des créateurs, des créatrices. Alors à cette métaphore spatiale qui est souvent utilisée dans le domaine de la recherche de manière générale, vient s'ajouter celle de territoire. En effet, la géopoétique cherche à créer un nouveau territoire. C'était le titre qu'on avait donné à un ouvrage collectif qui se trouve en ligne. Donc un espace ouvert sur le monde, parce qu'il faut pouvoir respirer à plein poumon si l'on veut intensifier son rapport au dehors. C'est comme la première chose à faire. Un espace ouvert aux multiples disciplines artistiques et scientifiques, en particulier celles qui se rapportent aux sciences de la Terre. Donc on pense bien sûr à la géographie, mais aussi à la géologie, l'océanographie, la botanique, etc. De même qu'aux sciences humaines, la philosophie notamment. Un espace qui valorise le partage des regards et des savoirs dans le but de mener de concert un ensemble d'explorations. L'enjeu principal consiste en effet à développer un rapport à la fois sensible et intelligent à la terre. Donc géo, dans géopoétique évidemment, signifie terre, en tirant parti à la fois des réflexions et des démarches poétiques. Le terme de poétique dans géopoétique étant entendu au sens large, c'est-à-dire comme une dynamique fondamentale de la pensée, une manière de composer avec des mots, avec des roches, avec des images, avec des traces, avec des sons, avec des gestes, pourquoi pas avec des pétales recueillis dans le creux de la main, etc. Autrement dit, une manière de composer qui met à profit toutes les forces du corps et de l'esprit. Et si la poésie ou la littérature, de manière générale, y occupe une place de choix, cela s'explique par le fait que son fondateur est un poète, mais aussi parce qu'elle a joué un rôle fondamental considérable dans son développement. Alors c'est un territoire transdisciplinaire dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'entrecroiser les perspectives géographiques, historiques, scientifiques, littéraires, philosophiques et artistiques pour susciter des échanges, mais de créer un lieu de rencontre au-delà de ces disciplines, ce qui oblige chacun, chacune à faire un bout de chemin pour découvrir la perspective de l'autre. Dans son manifeste sur la transdisciplinarité, le physicien Bassarab Nicolescu explique que celle-ci concerne, comme le préfixe trans l'indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline. Et comme l'explique Michel Duclos dans un article sur les chemins transdisciplinaires de la géopoétique, la vision transdisciplinaire du CIRET, donc le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires fondé par Nicolescu, s'est établie à partir des sciences pures, un secteur où il est courant pour des équipes de recherche de rassembler des chercheurs et des chercheuses issus de différentes disciplines scientifiques. Et c'est sans doute pour cette raison que le questionnement sur la transdisciplinarité y occupe une place importante. Toutefois, il est beaucoup plus difficile d'établir des dialogues entre les secteurs, entre les sciences de la nature et les sciences humaines, par exemple. Et à cela, il faut ajouter que les dialogues entre le secteur des sciences pures et celui des arts et lettres sont encore plus rares. S'il n'y a pas eu de rapprochement plus important entre le CIRET et la géopoétique, c'est parce que certaines divergences sont vite apparues. La transdisciplinarité repose en effet sur la mise en œuvre d'une axiomatique commune, l'élaboration d'un certain nombre de principes de base, d'un questionnement ou encore d'une méthodologie commune.
Et là où la géopoétique se distingue le plus des autres formes de transdisciplinarité, c'est entre autres dans son rapport à l'institution. Contrairement au CIRET, parrainé par l'UNESCO et œuvrant uniquement dans le champ universitaire, la géopoétique est loin de se limiter au cadre universitaire et institutionnel. Elle tient même à opposer une certaine résistance à toute emprise de la part d'une institution. La place importante occupée par la création n'y est sans doute pas étrangère. Recherche et création forment en effet deux volets inséparables pour cheminer toujours plus loin dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons. L'idée selon laquelle la recherche et la création se stimulent l'une et l'autre peut sembler évidente. Dans les faits, elle l'est beaucoup moins, surtout quand cela implique de décloisonner les secteurs de recherche institués. La géopoétique est transdisciplinaire dans la mesure où c'est un champ de recherche et de création qui favorise du même coup le décloisonnement, le mouvement, la liberté de déplacement d'une discipline à une autre. Des architectes se font poètes, des écrivains ou écrivaines s'adonnent à la photographie ou se mettent à l'apprentissage de la botanique, des géographes expérimentent la création littéraire ou artistique, etc. Le rapport à la Terre constitue l'un des pivots de la géopoétique. L'objectif est de développer, d'enrichir le rapport à la Terre à l'aide de recherches, de voyages, de lectures, d'un travail de création. Autrement dit, par le biais d'un travail sur soi, mettant à contribution aussi bien la sensibilité, les facultés mentales, l'effort physique. La culture est envisagée chez White comme la manière dont l'être humain se conçoit, se travaille et se dirige, à la faveur d'un rapprochement entre les verbes se cultiver et cultiver. Donc c'est la citation que vous avez à l'écran. Si pratiquer l'agriculture, c'est tenter de faire rendre à un champ ce qu'il peut donner de meilleur, pratiquer la culture humaine, cette fois, c'est essayer de faire rendre au champ de l'être humain le maximum d'être, de présence, de perception, de compréhension, d'expression, de communication. Intensifier le rapport de l'être au monde, le rendre plus harmonieux, voilà l'un des buts visés par la géopoétique. Dans le domaine des études littéraires, elle a donné lieu à une approche qui se distingue des autres approches théoriques découlant du tournant spatial, à savoir la géocritique et la géographie littéraire, qui sont plutôt de nature interdisciplinaire et exclusivement universitaire. La géopoétique place au premier plan de ses préoccupations l'exploration physique des lieux, in situ, l'interaction concrète avec l'environnement, qu'il soit naturel ou urbain, la perception intime des paysages, le cheminement singulier d'un individu immergé dans le monde. Alors, je me suis permis de mettre une de mes citations. Entrer en contact avec le dehors implique d'adopter une démarche particulière où l'on tente de se débarrasser des filtres qui composent la manière habituelle de voir les choses, de décentrer le regard, l'ouïe, le toucher, afin de laisser le monde venir à soi. Déchiffrer l'écriture des pierres et des racines, capter les formes du relief et des ailes, décrypter les volutes des coquillages et les traces laissées par l'eau sur les rivages, saisir les infimes nuances du comportement animal, se plier au rythme cyclique du végétal et à l'éphémère, ces gestes empreints de sensibilité et aiguisés par les connaissances permettent de lire le monde, pas seulement les langages créés par les êtres humains, mais aussi les formes minérales, végétales, animales, aquatiques. Alors, je reviens maintenant au retour de flânerie sur le thème des jardins. Donc, un blog a été ouvert par La Traversée, donc l'atelier de géopoétique, entre le début de la période du jardinage, au Québec c'est fin mai, début juin, et la saison des récoltes, le mois d'octobre, pour réunir à la fois les poèmes, les essais, les récits, les photos envoyées par les participants et participantes. Donc les photos que vous voyez ici sont issues de ce blog et elles accompagnent des textes que vous pouvez lire. Vous allez voir, j'ai mis l'adresse du site sur la prochaine diapo. Alors chaque année, des thèmes différents sont proposés aux participants, participantes, afin de renouveler la perception des lieux,
d'aiguiser l'attention aux éléments du quotidien, de stimuler la création sous toutes ses formes et aussi de partager des points de vue, des regards sur le monde. C'est une activité offerte à tous et consistant à proposer un thème différent chaque année. Là, c'était les jardins parce qu'on avait ce partenariat avec Rêve. Donc, proposer un thème comme terrain d'exploration et de création. Différents thèmes ont été abordés au fil des ans. Vous pourrez trouver la liste sur le site de la traversée qui se trouve ici. En ce moment, si jamais ça vous intéresse, c'est le thème du Havre qui est en cours. Donc à chaque fois, un nouveau blog est ouvert pour le thème choisi. Alors vous avez ici l'adresse de la traversée, l'adresse pour le retour de flânerie sur les jardins. Et puis en dessous, ce sont les balados issus de cette soirée géopoétique. Et c'est là aussi, sur le site des balados, vous pourrez trouver aussi l'entretien avec Geneviève Boudreau. Donc vous pouvez regarder sur notre site web, site de Grib, et puis vous trouverez les informations. Alors là, quelques mots sur la traversée, qui a été fondée en 2004 à l'UQAM, qui comprend une cinquantaine de membres actuellement. Après avoir été pendant 13 ans un groupe de recherche-création universitaire subventionné, il a été décidé d'en faire un OBNL. Et vous pouvez soit visiter le site web pour en savoir plus ou m'écrire si vous le souhaitez. La traversée organise depuis plus de 20 ans des ateliers nomades qui ont été, on va dire, l'inspiration première pour les ateliers que nous organisons dans le cadre du partenariat, y compris celui sur les jardins et communautés, avec évidemment quelques variantes. Alors, lors de l'atelier Jardins et communautés, le retour de flânerie a donné lieu à une soirée de lecture. Vous avez vu quelques images dans la capsule vidéo. Plusieurs membres de la traversée ont lu leur texte dans le jardin d'espace Jeunesse en marche, situé dans le quartier Saint-Michel à Montréal, donc tout près du jardin Le Goupillier, le 27 septembre. Un lieu magnifique comprenant beaucoup d'arbres fruitiers, un lieu très bruyant aussi, très urbain, puisqu'il est situé en bordure d'un grand boulevard, le boulevard Pineuf, où circulent des camions notamment. Il est aussi juste en dessous d'un corridor aérien où volent des avions presque en continu. Donc il fallait attendre que l'avion soit passé pour commencer la lecture. Donc vous pouvez écouter ces textes avec le balado et vous n'aurez pas les bruits ambiants, donc c'est quand même un avantage. Alors j'ai choisi de vous lire un petit extrait d'un texte. En fait, c'est mon texte qui porte sur si vous voyez les vrilles à droite, il est intitulé Le jardin en vrille. Cette année, mon jardin est parti en vrille. Il déborde de toutes parts, sur les côtés, en hauteur. Il déborde même des limites temporelles, puisque les fleurs ne sont apparues que tardivement. Les premiers haricots sont arrivés seulement vers la fin août. Moi qui comptais sur le jardin pour m'inspirer, je suis arrivée à la fin de l'été quasiment sans récolte. Pas de légumes, pas de mots, rien à me mettre sous la dent, sous la plume. Il y a une semaine, les haricots ont commencé à fleurir. Ils poussaient si lentement que je désespérais de voir des fleurs s'épanouir. Ils se sont enroulés autour des tuteurs que j'avais installés, mais une fois arrivés en haut, on aurait dit qu'ils cherchaient encore à grimper, toujours plus haut, laissant leurs vrilles happer l'air sans trouver à quoi s'accrocher. Vérification faite, le haricot grimpant n'a pas de vrille, mais plutôt des tiges volubiles qui poussent en hélice en s'enroulant autour de supports. Alors que les vrilles sont des organes formant des spirales bien serrées, fixées bien souvent des deux côtés de la tige, comme celle des melons qui rampent à l'autre bout du potager et qui trouvent le moyen de sortir entre deux planches pour longer la planche de l'extérieur. Que cherchent à dire ces tiges volubiles à proprement parler? Qu'elles auraient aimé avoir des tuteurs de 3 mètres pour grimper tous leurs sous? Qu'elles se fichent bien des haricots qu'elles sont censées produire et qu'elles rêvent plutôt d'atteindre le ciel? Qu'elles se prennent pour des haricots magiques et qu'elles attendent qu'un petit Jack se mette à grimper le long de leurs tiges pour explorer le royaume au-dessus des nuages, où les ogres vivent dans des châteaux remplis de merveilles? Ce qui est clair,
c'est que les tiges de haricots s'enroulent les unes sur les autres à défaut de pouvoir aller plus haut, que les concombres passent par-dessus les bordures en bois et que les melons s'infiltrent dans l'herbe par tous les moyens. La première incursion en dehors du cadre s'est faite entre deux planches. Une tige de melon s'était aventurée et ses vrilles n'avaient pas trouvé autre chose que des brins d'herbe auxquels s'accrocher. Des fleurs ont fini par apparaître, mais qui sait, les melons resteront peut-être au stade du rêve. Les vrilles, quant à elles, s'épanouissent de manière extraordinaire. Ce sont elles qui profitent le mieux de l'espace. Je ne cesse de les admirer. Leur audace, leur persévérance, leur forme si parfaitement enroulée me fascinent. Je retrouve dans leur mouvement spiralé et continu ce qui m'a animé ces dernières années. Les réflexions sur le mouvement des plantes, sur le café qui a fait le tour du monde en rendant les gens accros à la caféine, sur les arbres voyageurs, sur les exportations de graines. Rien à dire, elles sont mouvantes et émouvantes, les plantes de mon potager. Peut-être que c'est leur manière de dire que je récolte ce que j'ai semé dans mes livres plutôt que dans la terre. Donc, j'ai dirigé un ouvrage intitulé justement Mouvante et émouvante. Là où je m'éloigne du principe gouvernant l'évolution des jardins, c'est que le mien ne s'améliore pas d'année en année. Il fluctue au gré de mes absences et de mes choix de plans. Peut-être que j'ai du mal avec cette idée première du jardin qui valorise l'enclos. Je cite ici Gilles Clément. Le premier jardin est un enclos. Il convient de protéger le bien précieux du jardin, les légumes, les fruits, puis les fleurs, les animaux, l'art de vivre de ce qui, au fil du temps, ne sera d'apparaître comme le meilleur. La scénographie destinée à valoriser le meilleur s'adapte au changement des fondamentaux du jardin, mais le principe du jardin demeure constant, s'approcher le plus possible du paradis. Fin de la citation. J'assume le fait d'être une piètre jardinière et de ne pas pouvoir nourrir ma famille à force de soins au potager, ce qui ne m'empêche pas d'admirer les potagers que je parcours en compagnie du jardinier ou de la jardinière. Quand j'écoute les histoires de sécheresse, d'orage, d'insectes et de légumes, quand je respire l'odeur de la menthe, du thym ou de la marjolaine, que je goûte aux fraises, aux tomates ou aux courgettes, j'ai l'impression que le paradis n'est pas si loin. Peut-être suffirait-il de ménager des arches un peu plus hautes pour que les tiges volubiles des haricots nous y conduisent. Qui sait? Voilà. Donc, Merci. je te redonne la parole, Catherine. Oui, je veux bien l'attraper au vol. Donc, pour terminer, on souhaitait évoquer les suites de l'atelier, les suites de des trois dernières années, en fait, du Grive. Et là, je remets une image tirée du jardin Le Goupillet, qui, je trouve, est assez me semblait évocatrice de cette idée de suite, on tire vers le ciel. Donc, on s'est rencontrés la semaine dernière pour une activité bilan, hein, où on a réfléchi ensemble à ce qui avait été conduit comme activité, recherche, création au sein du GRIV dans les dernières années. Nos discussions, nos échanges, nos ateliers ont fait ressortir plusieurs éléments, notamment l'idée que, en fait, la dimension intersectorielle qui est vraiment au cœur du projet, elle est à maintenir. On pense peut-être à l'élargir aussi davantage. On a évoqué le fait de peut-être nouer des relations avec le champ des sciences de la santé, qui pour le moment est un peu absent là, de nos travaux. On a également évoqué l'idée qui nous semblait vraiment importante de mobiliser davantage des relations avec le grand public. On en a déjà, mais de faire en sorte d'imaginer des activités où ce ne sont plus seulement des spécialistes qui sont mobilisés, mais également le grand public, notamment les enfants aussi. Il y a ce désir de se tourner vers les plus jeunes qui est
qui nous importent. On a également réfléchi à des manières d'imaginer une façon de favoriser des contributions qui soient bidirectionnelles, donc qui soient davantage dans l'échange et la réciprocité. Par exemple, pour l'activité au jardin, le goupiller dont je vous ai parlé aujourd'hui, je suis sortie de là vraiment avec un bagage là, extrêmement riche. Mais je me demandais en retour, qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces jardiniers, jardinières qui ont partagé avec nous tellement d'éléments. Donc, cette idée d'échange et de réciprocité, elle fait partie de nos réflexions. Puis j'ajouterais que ce qui est également ressorti, c'était cette idée d'accorder davantage de place aux dimensions créatives, aux dimensions corporelles pendant nos activités. Donc de nous ressouvenir peut-être que nous sommes aussi des créateurs, des créatrices, et que cette dimension-là peut être aussi mise de l'avant, non pas seulement après les ateliers, mais au cœur même de ceux-ci. Je ne sais pas, Rachel, si tu souhaites ajouter quelque chose à ces quelques éléments que j'ai cités. Oui, bah, en fait, ces réflexions, elles sont surtout aussi complémentaires à un projet qu'on a élaboré au cours de la dernière année. Donc, on a travaillé fort sur une demande de subvention, donc on vient de déposer et on aura évidemment les résultats plus tard. Mais ça nous a permis de délimiter en fait trois milieux plutôt que les trois axes qu'on avait développés. On a gardé les milieux humides, mais on a ajouté les milieux aquatiques, donc ça semble assez cohérent. Plutôt que d'envisager le végétal comme un matériau, on a décidé de s'intéresser aux milieux dans lesquels cet usage est le plus fréquent, c'est-à-dire les forêts. Donc on a prévu de travailler sur les milieux forestiers. Et puis les jardins et communautés nous ont fait évidemment réaliser que c'était surtout une préoccupation urbaine. Et donc là, on a décidé d'avoir un volet qui porterait plus spécifiquement sur les milieux urbains, donc avec une réflexion sur la notion de milieu, bien entendu, telle qu'elle est abordée en géographie particulièrement avec Augustin Berg. Donc penser les milieux comme ces lieux aussi où l'on tisse des liens. Donc là, on a parlé beaucoup des personnes, mais aussi entre les savoirs, entre les plantes aussi que l'on rencontre. Et puis entre les communautés, comme disait Catherine, on veut s'ouvrir aussi à différentes communautés, autant les enfants que les communautés autochtones également. On a un volet aussi qui, dans les milieux forestiers, on a un axe qui porte là-dessus. Donc voilà à peu près où on en est pour l'instant. C'est encore disons, un projet en cours, une réflexion qui chemine. Voilà. Alors, Voilà, merci. peut-être avant de remercier, il y a une personne qui demande si on peut l'ajouter à à notre infolettre. Donc, sur le site de Grib, il y a un endroit où vous pouvez directement vous abonner à l'infolettre. Donc, voilà, c'est très facile. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pourrez nous les poser. Merci. Donc, je Je vais vois arrêter que le... Laetitia vient de mettre dans le chat Ok. le lien vers l'infolettre. Voilà. Bien, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se retrouver tout le monde ensemble en galerie. Puis je dirais les gens qui le souhaitent, moi j'aime bien voir mes interlocuteurs, mes interlocutrices. Donc si vous en avez le souhait, vous pouvez rallumer vos caméras vidéo pour qu'on puisse se voir et échanger. Merci. Mm. Merci beaucoup Catherine et Rachel. Donc en effet, il nous reste du temps pour discuter. Euh, donc voilà, je, j'ouvre les échanges, les débats. Et si quelqu'un veut poser une question et s'il y a des difficultés pour parler, ou si vous êtes dans un espace public, etc., vous pouvez écrire dans le chat et on relaiera au besoin les, euh, les questions.
Je vais briser un peu la glace. Vas-y, Jean-Paul. Jean-Paul qui parle. Merci mille fois, mesdames. C'était très très bien de vous entendre, de vous réentendre. C'est très stimulant, ce genre d'expérience de terrain et puis surtout, j'allais dire, d'amitié presque avec ces personnes. Vous avez beaucoup parlé du corps, je vois que Johanna est là, et toute cette relation d'écoute qui était quand même très reliée, bien sûr, à celui qui partage sa connaissance, son expérience, mais c'était aussi une relation, j'allais dire, presque sensible et sensitive, et qu'on vous voit marcher, respirer, goûter, toucher. Et je trouve que la dimension, bon, t'en as parlé un petit peu, Catherine, de cette corporeité, mais vous l'avez pas tellement décrite au fond de qu'est-ce que vous pouviez, qu'est-ce que vous aviez fait de vos corps en présence avec ces végétaux. Donc, je sais pas, peut-être revenir un petit peu là-dessus. Je sais que parfois, être devant un végétal, c'est pas forcément justement un gros déploiement de mouvement. C'est quelque chose qui peut-être revient à ce que tu disais au tout début de ce petit-là. Qu'est-ce qui se passe dans nos corps quand on touche ou quand on respire un végétal? Voilà, peut-être pour poser la glace comme ça. Merci. Merci Jean-Paul pour la question. Je peux commencer peut-être Rachel si tu veux, puis tu pourras compléter. Je dirais que les corps ont été mobilisés de différentes façons selon la variété des activités qu'on a conduites. Euh, Lors de la toute première journée, par exemple, nos corps ont été mis à l'épreuve, nos corps ont été mis au travail, puisque on a contribué à préparer le jardin collaboratif pour l'hiver. Une grande partie de la matinée a été vraiment consacrée à aller concrètement à la rencontre des végétaux et à les préparer pour l'hiver. Donc, il y a des gens qui ont procédé à des cueillettes, il y en a d'autres comme moi qui ont mis du paillis autour des plans. Et donc, on a vraiment travaillé très, très fort, là. C'était vraiment un travail corporel assez intense. Alors que d'autres activités ont été un petit peu plus contemplatives. Tout à l'heure, j'évoquais l'activité d'écoute silencieuse aux abords du jardin. Donc, pour moi, ça relève complètement aussi d'un travail du corps que cette activité silencieuse, le micro-geste. Et il y a eu également, notamment au jardin botanique, donc la troisième matinée, on a eu une matinée complète de déambulation dans le jardin où là, c'était vraiment la sensorialité ou la multisensorialité qui était convoquée puisque on pouvait, avec notre guide évidemment, on pouvait sentir, toucher, goûter. euh, Puis il y avait aussi une rencontre des gens, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un partage, quelqu'un cueillait un élément, le partageait avec l'autre. Donc il y avait un grand réseau de circulation au sens de tout ce qui était sensorialité. Donc au niveau surtout du goût et de l'odorat, mais même le toucher également. Euh, donc, toute cette dimension-là qui était mobilisée, c'était des journées aussi très denses, très chargées là, à foison. Donc, on n'avait peut-être pas c'est peut-être un élément, moi, qui m'a un peu manqué. Je pense qu'on n'avait peut-être pas l'espace pour mobiliser une pratique corporelle de rencontre un peu plus lente, un peu plus longue avec le végétal. Mais je l'ai gardé en tête pour nos prochaines activités. Je l'ai gardé aussi en tête pour sans doute de prochains ateliers qu'on pourra mener peut-être depuis une perspective davantage écosomatique. On a notre collègue Johanna Bienez qui s'est jointe au groupe cette année et qui est spécialiste des approches écosomatiques. Et donc, je pense que ça va être vraiment un aspect important je dirais pas
intégrer, parce que la présence corporelle, elle est déjà là, mais à peut-être amplifier dans nos expérimentations. En tout cas, moi, c'est le désir que j'ai. Rachel, je ne sais pas si tu veux Oui, ajouter. alors je pourrais peut-être ajouter quelque chose concernant la deuxième journée qui aurait pu sembler effectivement mettre moins le corps à l'épreuve, mais en fait, moi j'ai remarqué que chacun des jardiniers ou jardinières, donc la deuxième journée, c'est le jardin Le Goupillet, ce jardin multiculturel, et spontanément, les jardiniers et jardinières nous donnaient à sentir, à goûter les fruits ou les légumes qu'ils avaient, ou les plantes aromatiques aussi qu'ils avaient cultivées. Et très souvent, c'est par le biais de l'odeur, de ce geste aussi, de donner à l'autre ce qu'on a cultivé soi-même, que là, tout d'un coup, l'échange se faisait. Et moi, ça m'a marqué parce que notamment, il y avait cette dame âgée qui venait du Vietnam, qui était là avec son fils. Son fils était venu là pour traduire, parce qu'elle ne parlait pas un mot de français ni d'anglais. Et donc, elle nous livrait, elle nous racontait son histoire et son rapport extrêmement intime avec les plantes, surtout des plantes aromatiques qu'elle utilisait pour toutes sortes de choses. Puis elle nous expliquait, voilà, si vous avez mal à tel endroit du corps, ben, prenez telle plante, faites une tisane avec telle plante. Et donc, elle était complètement connectée à son jardin, mais elle ne l'a jamais exprimé avec des mots. Elle l'a exprimé grâce aux plantes elles-mêmes, en nous faisant sentir, découvrir, en nous donnant évidemment le nom en vietnamien. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, ces partages qu'on a pu avoir et ces rencontres qui dépassaient le seuil du langage et qui passaient par les plantes, par le jardin, par le soin qui est apporté aux plantes. Donc, même avec la conférence de Ramadou, qui nous faisait découvrir des plantes africaines, là aussi, il y avait le souvenir de plantes qui poussent ailleurs et ces échanges et ce voyage des plantes à travers le monde, c'est quand même aussi c'est le corps des plantes aussi, quelque part. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on n'est pas... Souvent, la réflexion sur le corps est vraiment liée à l'être humain, il me semble, d'après ce que j'entends, hein. Mais là, c'était le corps des plantes même qu'on touchait, qu'on respirait, donc c'était un corps à corps pour moi, cette journée, mais les autres aussi, évidemment. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Catherine et Rachel pour cette magnifique communication, conférence. Euh, Ce que je retiendrai de toutes ces expériences, c'est quelque chose qui a lieu, c'est quelque chose qui est en rapport euh, direct avec l'expérience de la création de la vie. J'imagine, je sais pas, Jean-Paul Keinec, j'imagine que être dans ces jardins-là, ça, c'est être directement lié à la création, c'est vraiment pouvoir en témoigner, mais concrètement, je pense qu'il y aurait quelque chose à voir avec la neuroscience. Euh, Qu'est-ce que cette vie-là du corps de la plante peut me donner à moi, à mes cellules en tant qu'humaine? Quelle vie, quel rapport de vie, je sais pas, il y aurait certainement quelque chose de l'ordre de la vie, de la joie, rien qu'à voir, qu'à observer concrètement une vie qui se fait devant nos yeux. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc, j'imagine que c'est comme au-delà de l'expérience sensorielle, c'est vraiment quelque chose en lien avec la création du monde, de l'univers. Une expérience extrêmement presque mystique, je dirais. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci à toi, Lara. Je sais pas quoi ajouter à cette observation. Sinon, peut-être pour dire ce que tu viens d'avancer là, je tutoie Lara parce qu'on se connaît un peu. Ce que tu viens d'avancer, Lara, ça me fait penser à
la cohabitation des échelles, c'est-à-dire qu'on était à la fois dans quelque chose de très, parfois très infime, très microscopique, donc comme tu viens de l'énoncer autour de la vie en train de germiner sous nos yeux. Et parfois, on était dans quelque chose d'un petit peu plus vaste, d'un petit peu plus large, plus macroscopique, avec des considérations, oui, végétales, mais aussi sociales, politiques. Tout à l'heure, quand j'évoquais le jardin, le goupiller, ce qui m'a vraiment saisi, c'est ce croisement en fait de questions à la fois écologiques, sociales, mais aussi politiques. Et donc, je trouve que tout au long des 3 journées, on a vraiment navigué dans une sorte de mélange ou de passage d'une échelle à l'autre, de ce qui est de l'ordre de l'infime, du microscopique, de l'invisible, de qu'est-ce qu'on fait pour rendre visible ce qui est minoré, un peu comme le fait Geneviève Boudreau dans le livre dont je vous ai parlé, mais également en tenant aussi en compte des enjeux plus vastes qui les englobent, donc des enjeux sociaux, des enjeux politiques. Donc il y avait cet enchevêtrement-là, je dirais, voilà. Merci Si, beaucoup. si je peux ajouter aussi par rapport à cette réflexion sur la création, sur la vie, le rapport avec le jardin, c'est que c'est aussi un rapport d'émerveillement, je pense. À chaque fois, cet émerveillement a été amplifié à partir de toutes ces découvertes aussi, puisqu'il y a eu, je ne sais pas si on les a notées, je pense que Sophie a fait le décompte à un moment donné, le nombre d'espèces qu'on a pu rencontrer, découvrir dans ces jardins, c'est fabuleux. Donc, puis aussi, la temporalité propre aux plantes aussi fait en sorte que là, on est complètement décentré et que la vie des plantes il faut faire un effort d'imagination quand même pour la comprendre et pour donc je crois il y a plein d'éléments par rapport au végétal qui stimulent la création sous toutes ses formes parce qu'effectivement on voit les plantes se transformer d'un jour à l'autre quand on a un jardin. On essaye parfois de comprendre leur comportement, mais c'est quelque chose qui nous échappe quand même en grande partie. Là, en ce moment, je travaille sur les arbres et puis une bonne partie de l'arbre, tout le réseau racinaire nous est complètement invisible. La canopée aussi nous est inaccessible. Donc là encore, on se rapporte à l'invisible. On est forcément dans une posture où l'univers végétal nous dépasse complètement. Surtout quand on n'est J'adore. pas Merci botaniste. beaucoup, Rachel. C'est super. Non, Oui, je trouve que c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'on est devant quelque chose qui apparemment est touchable et comme ça dans une certaine proximité, mais il y a toute une dimension euh, où l'invisible, où le caché, comme les animaux en quelque sorte, est aussi importante, voire même peut-être là où il faut faire attention à l'invisible, à pas écorcher cet invisible et à le laisser dans son étrangeté, dans son Mhm. étrangèreté même. Je trouve que il y a ça dans votre démarche, cette espèce de dimension un peu comme ça, de relation un petit peu attentive et en même temps de lâcher, d'abandon dans la relation. C'est très important parce qu'on peut dominer une carotte. Je pense au tout début là, de cette dame qui règle ses problèmes d'enfance avec la carotte. Là. Puis en même temps, c'est tout un monde qu'on voit pas, qui est enterré pour pousser. Et ça, je trouve, pour rejoindre ce que dit Lara, la dimension poétique, la dimension d'imagination. Elle est précieuse dans une relation à la plante, alors que c'est très concret. On a les mains dans la terre, mais il y a quelque chose où le désir imaginaire est très productif, très vivant aussi, même si concrètement, ça nous échappe. Voilà, je trouve que c'est très Je important. dirais que ça participe des mystères de la création. C'est très concret, mais c'est comme complètement complètement inaccessible.
C'est ça que je retiens de votre témoignage, en fait, de tout lien à cette nature qui, comme le dit Rachel, nous dépasse de loin. Heureusement, heureusement que ça nous dépasse aussi. Oui, merci. Merci Mais beaucoup. j'ajouterais que oui, c'est très mystérieux, mais surtout pour nous qui sommes un peu profanes. Quand on est avec des botanistes, là, tout d'un coup, on a accès à toutes sortes d'éléments qui permettent d'affiner notre relation aux plantes, de mieux saisir certains de leurs aspects, mais en même temps, ça, évidemment, ça ne va pas jusqu'à diminuer tout leur aspect mystérieux, mais c'est que là, la science, au lieu de se présenter comme une alternative trop rationnelle pour certains, euh, pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, ça vient aiguiser encore davantage la curiosité. Et ça permet aussi de mettre des mots. Quand j'ai appris que les vrilles n'étaient pas des vrilles et que j'ai compris comment les haricots fonctionnaient, bah, pour moi, il y a aussi un monde qui s'ouvre. C'est que plus on en apprend sur les plantes, plus on est fasciné par leur façon de vivre, leur mode de vie. Mais quand on reste un peu plus loin sans connaître véritablement, ben, on a l'impression que tout fonctionne un peu de la même façon, alors que non, il y a énormément de complexité dans cet univers. Oui, mais j'ajouterais aussi que ce qui est intéressant, à, à l'inverse aussi, c'est que souvent les scientifiques qui viennent sur le terrain de la littérature et de la création, un peu comme je le disais tout à l'heure pour Guy Moffett qui a animé l'entretien avec... Yves Moffett, Pardon, Cap- Guy Moffett. Yves, Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc les scientifiques, à leur tour, vont vers le terrain de la littérature, de la création, le terrain artistique, et ils vont à la rencontre d'une autre forme de sensibilité pour peu qu'ils choisissent de s'ouvrir à cette dimension-là. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, donc, de reconnaître que les artistes, les écrivains, les écrivaines ont aussi un savoir poétique, un savoir sensible, et que tout ça peut se rencontrer. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Alors pour la petite histoire, quand Yves Moffett avait participé à un atelier, alors c'était avant le partenariat, donc c'était l'équipe Grive à l'époque, c'était un atelier d'immersion dans l'univers végétal des milieux humides, dans l'archipel d'Hochelaga, donc autour de Montréal, puis les îles qui entourent Montréal, plus Montréal évidemment. Et alors après, on avait publié un carnet et on a invité bien sûr Yves Moffett et puis une autre spécialiste des milieux humides, une biologiste aussi, à écrire, à publier. Donc c'était leur première expérience d'écriture. On les a accompagnés évidemment et Yves, il a tenu à ne pas utiliser de mots latins. Parce que, il en parlait d'ailleurs la semaine dernière, parce que pour eux, évidemment, le latin, c'est leur langue on va dire, peut-être principale pour la nomination des espèces. Et donc là, ben, ça l'obligeait à faire un travail aussi sur sa propre discipline, son rapport au langage, etc. Donc, c'était vraiment intéressant aussi comme démarche. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Justement, on brillait sur la question des milieux humides pour savoir si vous aviez une démarche similaire ou c'était une démarche différente. Parce que au début, vous avez serré trois Mm. axes. Et le premier, c'était ces milieux humides. Est-ce que les pratiques sont similaires? Oui, alors oui, on a une démarche un peu différente. On a d'abord eu une conférence d'une des chercheuses de Grive, qui est Noussia Taibi, qui est professeure de géographie à l'Université d'Angers, qui nous a parlé des milieux humides, donc pour introduire aussi et vulgariser un peu auprès des personnes qui ne sont pas en géographie ou en sciences. Et alors l'atelier qui a été organisé à Trois-Rivières, il a mobilisé à la fois un artiste, j'ai parlé des Piliers Verts, ces partenaires qu'on a, donc qui est un organisme
qui travaille auprès des citoyens, donc qui essaye de conscientiser aux problèmes environnementaux grâce à la pratique artistique. Alors, il nous a fait déambuler le long de la rivière Millette à Trois-Rivières, donc une rivière urbaine qui a connu toute une histoire, qui est maintenant réhabilitée, mais bon, ça a pris beaucoup de travail. Et il y a encore du travail à faire. Donc, c'était toute une réflexion aussi sur la rivière urbaine. Et pendant la promenade, il y a eu des lectures de textes littéraires, poétiques. Ensuite, il y avait avec un prof qui est en sciences de l'environnement, Vincent Maire. Il avait organisé avec ses ateliers, avec ses étudiants, des petits ateliers au bord du lac Saint-Pierre, qui est donc une partie du Saint-Laurent, si on veut dire, où c'est très large. Et donc là, c'était une activité de sensibilisation aux différents aspects plus scientifiques cette fois, des milieux humides. Et on a eu également une activité de création le dernier jour sur une autre île, donc là en compagnie toujours des piliers verts. Alors la différence aussi, c'est que on avait donné le mandat à 5 écrivaines de la traversée, qui est donc partenaire, d'écrire un texte suite à cette expérience. Donc les textes n'ont pas été écrits sur place, mais après. Et moi, j'ai réuni tous ces textes, j'en avais écrit un aussi, et on en a fait un dossier qui va paraître dans la revue Les Écrits cet automne. Donc, comme prolongement, cette fois, de l'atelier. On avait aussi un atelier de sérigraphie pendant l'atelier, donc qui a permis aussi d'avoir des œuvres, une œuvre réalisée en commun aussi. Donc voilà, différents. C'est-à-dire que selon les milieux, selon les... Ah oui, alors après, ce qu'il y a eu aussi comme activité importante suite à cet atelier à Trois-Rivières, c'est un colloque international qui a eu lieu à l'Université d'Angers sur les milieux humides. Ça s'appelait La quenouille, la gogane et le ramsar. Et donc, ça portait sur les imaginaires, les représentations des milieux humides. Et alors, on a présenté, moi j'ai écrit un article avec mon collègue Vincent Maire, qui est écologue, donc c'était aussi une expérience d'écriture d'un article plus académique, mais entre une littéraire et un écologue. Donc là aussi, c'est une belle collaboration. Et Sylvie Miot, qui avait organisé l'atelier, qui est géographe, avait écrit un article avec, bon, son nom m'échappe, l'artiste avec qui elle a travaillé, ça va me revenir peut-être. Donc voilà, on a présenté cet atelier au colloque et avec toute une réflexion sur la représentation des milieux humides pour s'apercevoir que par exemple dans le cas de Trois-Rivières, du lac Saint-Pierre, on ne trouve pas de texte. Il y a pas de texte littéraire qui parle, et surtout des plantes des milieux humides. C'est-à-dire que les milieux humides peuvent être dévalorisés, remblayés, etc. Il y a de la littérature là-dessus, évidemment, sur tout l'aspect plus géographique. Mais alors sur les plantes des milieux humides, à part les spécialistes, la biologie végétale concernant les milieux humides, bah, il faut vraiment les chercher, là. Les textes, on a fait la recherche, on ne les trouve pas. Donc, comment, comment sensibiliser les gens aux milieux humides si on n'arrive pas à nommer ce qui fait partie de ces écosystèmes? Je pense que c'est la première chose. Si on n'arrive pas non plus à comprendre cette temporalité extrêmement particulière, puisque l'endroit où on est allé, la pointe Yamachiche, bah, elle est recouverte d'eau une partie de l'année. À un autre moment, les plantes sont magnifiques, elles sortent. Et puis donc c'est ça, ce sont des lieux qui ont leur propre temporalité. Difficile d'accès pour cette raison. Et puis en même temps, tellement dévalorisés dans l'imaginaire, puisque les villes se sont créées
en remblayant les milieux humides de manière générale. Donc il y a quand même aussi tout un imaginaire de la contamination, de la santé aussi. C'est pas pour rien qu'on parle de paludisme. Ce sont des milieux paludéens, comme dans l'imaginaire aussi, tout ce qui concerne ces milieux malsains. Voilà, c'est comme ça qu'on les présente. Parce qu'il y a des moustiques, parce que on peut, voilà, c'est boueux, c'est pas facile de marcher, donc voilà, c'est difficile d'accès. Le deuxième atelier, j'enchaîne avec peut-être après les milieux humides, le matériau. Là, ça nous a amené complètement ailleurs, parce que c'était vraiment penser le bois, par exemple, l'industrie forestière, penser notre rapport aux arbres, aux forêts. Comment aussi penser la vannerie, cet artisanat qui remonte à l'Antiquité. Et puis là aussi, on a voulu mettre la main à la pâte, donc on a invité une artiste vannière et on a fait une création collective à partir de ce qu'elle avait commencé. Donc là aussi, réflexion sur le fait de tisser avec le végétal, de la question de la flexibilité, de la résistance du végétal aussi, puisque en fait, il est partout, le végétal, si on y pense bien. Donc voilà, disons que les trois axes permettaient d'explorer des dimensions différentes, alimentaires, culturelles. Les milieux humides, c'était vraiment un volet très très différent aussi. Donc voilà. Je pense qu'il y a une question. Ouais, merci beaucoup, Rolly. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Je suis très content d'avoir participé à la présentation. C'était très riche et avec beaucoup de résonance avec les questions que je me pose en tant que euh, praticien et chercheur en formation. Et, et je suis très bon pour aller vite. Juste la question de la comestibilité, je ne sais pas si ça se dit, je travaille sur le végétal comestible et juste une idée comme ça qui m'était venue, où quand Jean-Paul parlait euh, de la relation au corps, vous aviez prolongé la réflexion vers le corps à corps et je me pose juste la question de à quand cette relation de corps à corps s'arrête avec le végétal comestible, puisque après il y a la digestion, il y a je réfléchis juste sur, par exemple, une pomme qui a été entretenue dans un jardin qu'on aime bien. Est-ce qu'il y a une façon de une autre relation, une autre façon de penser l'acte de l'incorporer ou de le digérer, de la digérer? Alors, je pense à cela parce que bien sûr, il y a une sorte d'évocation culturelle. C'est que, par exemple, quand on cultive il y a une fête, par exemple, dans une région de mon pays qui s'appelle la fête de l'Iam. Et là, c'est vraiment, disons, remercier la terre et remercier les tubercules avant que la première consommation ne soit faite. Et c'est une grande fête où chaque cultivateur expose les plus belles tubercules. Donc, bon, voilà. Donc, et ça m'a fait penser à cela. Et donc, la question demeure, comment est-ce qu'on pense l'incorporation et comment est-ce que est-ce qu'on enfin est-ce qu'il y a une forme enfin, est-ce qu'on devient est-ce qu'on devient végétal ou qu'est-ce qui se passe quand cette relation qui a été posée par une coprésence physique et qu'une fois que ce végétal comestible suit son petit bonhomme de chemin et tout ça, qu'est-ce que ça fait en nous après? Est-ce qu'il y a encore une trace, quelque chose qui reste? Des réflexions comme ça. Voilà. Merci beaucoup.
Ben, je peux me lancer. Les fêtes de célébration comme celle de l'Igname, c'est ça que j'ai compris, hein. Elles sont effectivement, elles sont présentes un peu partout, mais souvent c'est plus au moment de la récolte, j'ai l'impression. Là, d'après ce que je comprends, c'est le fait de planter les tubercules. Il y a des rites aussi dans différentes cultures, rites qui concernent aussi les semences ou la récolte. Donc, ce sont des rites voilà, qui viennent reconnaître l'importance des plantes dans nos vies. Maintenant, il y a aussi tout l'aspect culinaire. On n'en a pas parlé, mais comment apprêter une plante? Moi, je me souviens avoir emmené mes étudiants, c'était un cours, un séminaire sur l'altérité. Puis je les avais amenés dans un quartier de Montréal multiethnique aussi, pas Saint-Michel, mais un autre quartier, Parc Extension. Puis je leur avais demandé de rentrer dans un dépanneur. Donc les dépanneurs, ce sont des petites épiceries de quartier, de choisir un tubercule, un légume qu'ils ne connaissaient pas, et de chercher à la fois comment il se nommait, mais aussi comment on le préparait. Et ultimement, je leur demandais aussi de le manger. Voilà. Et donc, là, c'était aussi la réflexion sur l'altérité. Donc, comment est-ce qu'on conçoit l'altérité? Donc, avec le langage, avec le corps, avec aussi toutes ces connaissances qu'on a sur la manière de cuire tel ou tel légume. Faire attention, parfois, ça peut être un poison si on ne le cuisine pas de bonne façon. Donc, toutes sortes de connaissances qui sont des connaissances pratico-pratiques, culturelles, qui se transmettent de génération en génération, ou alors qui sont complètement développées par des chefs cuisiniers, cuisinières, etc. Donc il y a aussi tout un monde de ce côté-là. Et puis, bah, c'est très large quand on y pense, là. On peut parler de cuisine, on peut parler de l'importance des partages dans les villes, notamment où les gens ont de moins en moins accès à des aliments et donc les jardins deviennent des sources extraordinaires d'aliments, etc. Donc voilà, je pense que le végétal nous permet de rester en vie, tout simplement. C'est aussi ce qu'on oublie quand on mange ses carottes ou ses tomates. Mais voilà, je ne sais pas si Catherine, tu voulais ajouter autre chose. Oui, je peux peut-être ajouter autre chose qui est un exemple qui est pas du tout rattaché aux ateliers du Grive, mais qui est comme quand même en écho avec les ateliers sur les jardins et communautés. Un exemple que j'ai pu expérimenter l'année dernière, en fait au printemps dernier, au mois de mai-juin. J'étais en résidence de recherche-création avec ma collègue et amie Katia Montaignac et on travaillait en fait sur l'imaginaire et la relation à ce qu'on appelle les mauvaises herbes, et les plantes envahissantes, donc les pissenlits notamment, mais aussi la renouée du Japon. Et donc après une semaine d'exploration en extérieur, on était à Sutton, dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de végétation et beaucoup de mauvaises herbes. Donc, après une semaine d'expérimentation à la fois performative et culinaire, on invitait les gens lors de notre sortie de résidence à participer à un parcours ambulatoire, donc poétique, dans l'espace. Mais ensuite, au retour, les gens étaient conviés à élaborer avec nous à partir des plants, à partir des feuilles de pissenlit, notamment, et d'autres herbes, étaient invités avec nous à concocter une tisane, à concocter des breuvages avec ce qu'on avait cueilli. Et donc, il y avait une dimension, je dirais, presque rituelle autour de ça, c'est-à-dire que ce moment de retour de l'expérience performative était à la fois un moment de préparation des aliments et des boissons avec le végétal, mais surtout un moment d'échange de paroles. Donc, ça devenait vraiment
Non seulement il y avait cette pratique d'ingestion là, que vous avez évoquée, mais elle s'accompagnait d'une pratique je dirais presque le contraire, c'est-à-dire que on ingérait les végétaux, mais c'était aussi la parole qui, elle, était amenée à se déverser en flot. Il y avait vraiment circulation et partage de paroles autour du végétal. Donc, petit exemple parmi d'autres. Super, merci beaucoup. C'est super. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai une chose encore que j'aimerais rajouter, c'est qu'avec l'apparition de livres comme Toxic Veggies, qui nous parlent d'oxalates et donc de cette envie chez les végétaux de ne pas être cueillis, de tenir à vivre sur leurs branches. Euh, pour moi, ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez fait face à ça. C'est que on pensait que les végétaux sont là pour nous nourrir, mais en fait, il y en a qui n'ont pas envie d'être cueillis et qui n'ont pas nécessairement envie de nous nourrir, qui veulent juste exister pour exister. Je ne sais pas si ça fait partie de votre expérience aussi, cette question. Merci. Rachel, est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Je ne connais pas c'est quoi? C'est un livre? Ce qui a Oui, été c'est noté? un livre américain d'une autrice qui s'appelle Sally Norton et qui a beaucoup, qui a fait parler de lui. Ça s'appelle Toxic Veggies. Il a été traduit en français et ça parle des oxalates que les végétaux, en fait, produisent pour nous dire de ne pas les cueillir pour nous dire qu'ils ont envie de rester vivants sur leurs branches et de ne pas devenir justement ce que relie, je pense, ce dont il parlait, comestibles, etc. Donc c'est comme ça détourne, je ne sais pas, c'est une autre dimension qui s'ajoute à ça, Mais à en ce même qu'on fait. temps, la dimension comestible, ce n'est qu'une des dimensions et c'est pas vrai pour tous les végétaux. On n'a jamais mangé d'arbre, je pense pas. Non, Euh, mais là, on parle d'amandes, on parle d'épinards, on parle de patates douces. Tous non. ces, tous ces aliments-là, euh, voilà, donc qui produisent des oxalates. Donc, c'est une matière qui peut devenir poison, entre guillemets, pour le corps humain. Et qui nous disent, bon, voilà, je ne veux pas être cueilli, je veux pas être mangé. Ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. J'avoue que ce qu'on appelle les végétaux toxiques en général produisent ces toxines pour ne pas être mangés par les animaux aux alentours, pour toutes sortes de raisons. Maintenant, même, bah, je sais pas, il y a beaucoup de variantes chez les végétaux toxiques. Et puis, en même temps, ce que je disais tout à l'heure, si on ne sait pas apprêter certaines racines, certains tubercules, on peut en mourir, effectivement. Donc, les poisons, toute la pharmacie vient de cet examen, observation, des végétaux. Donc, savoir qu'est-ce que ces végétaux ont envie de faire, ça suppose qu'ils ont des intentions aussi. C'est encore un autre débat. Et puis, voilà, c'est une bonne question. Ouais. Je trouve que ça touche aussi à l'éthique de la cueillette, en fait. Ça Mm. attire notre attention sur le fait que ces êtres vivants-là ne sont pas à la base, comment dire, n'existent pas à la base pour être à notre service ou en fait ils existent en eux-mêmes aussi. Mm.
trouve que ta question attire également l'attention sur l'agentivité des végétaux ou ce qu'on appelle la bioperformativité des végétaux. Non pas l'agentivité au sens où on l'entend d'un point de vue anthropocentré, au sens d'une volonté et d'un désir d'agir, mais bien l'agentivité au sens de cette capacité à être soi souverain et à produire aussi des effets et des affects dans l'environnement qu'on habite. Et je trouve que la question que tu poses nous amène, nous conduit sur cet arrêt-là, sur ce terrain d'une désanthropologisation un peu de nos pratiques, de nos relations à l'égard du végétal, donc de cette reconnaissance de son agentivité, de cette reconnaissance de sa bioperformativité. Et donc, je trouve ça super intéressant. J'ai pris en note le nom de l'autrice. C'est vraiment une référence que j'ai envie de découvrir. Donc, merci, Lara. Oui, merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si on peut prendre une dernière question ou on aurait envie de vous poser plein de questions dans la lignée de ce qu'avait commencé à faire Stéphane sur les milieux humides, sur les autres, sur les milieux forestiers, sur voilà un petit peu sur les protocoles que vous avez pu expérimenter. Peut-être aussi sur, là tu en as un petit peu parlé dans la dernière réponse, je crois, Catherine, en nous parlant de ces expériences où vous rencontriez le public au bout des 3 jours. Donc, il y a aussi cette question-là de comment se transmet. Enfin, ce serait vraiment une question sur laquelle j'aurais, enfin, un point sur lequel j'aurais plein de questions. C'est-à-dire comment, dans cette idée de transformer les imaginaires, de redonner de la considération. Enfin, voilà. Ensuite, comment on le transmet. Donc, vous nous avez expliqué l'importance de toutes ces expériences intersectorielles et c'était vraiment intéressant aussi l'exemple, merci beaucoup, de ce biologiste qui va interroger une autrice dans l'entretien, cette inversion que tu as pointée. Donc, c'était extrêmement riche et ça soulève plein de questions. Euh, voilà, merci pour les choix que vous avez faits aussi dans votre construction et la préparation de tout ça. Et puis peut-être on va se précipiter pour vous réinviter avec continuer les échanges. Mais bon, voilà, je crois je vous redonne la parole peut-être si vous avez envie de nous dire quelque chose encore, puis on vous remercie. Ben moi, j'allais simplement vous remercier de cette belle invitation. Ça a vraiment été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tu évoquais, Brigitte, la construction de la présentation. J'avoue que c'était pas facile de choisir parmi toutes les Bien. expériences rattachées à cet atelier de 3 jours. Donc, de choisir de quoi exactement on allait vous parler, ce qu'on allait vous présenter et tout. Donc, ça a été un petit peu ardu là, de faire le choix. Mais c'était vraiment un plaisir d'être ici avec vous puis d'engager la discussion après. C'est toujours très précieux, donc merci. Alors, j'ajouterai mes remerciements à ceux de Catherine. Merci de nous avoir donné l'occasion de vous présenter nos travaux, nos activités, nos recherches. Et puis, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous malgré la distance. Oui, hélas. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde qui ont été présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je prends la peine de lire ce qui est écrit dans le chat avant de Bien quitter. sûr, bien sûr. Ok. C'est plein de merci. Oui.
Merci, Catherine. Merci. Rachel est déjà partie, Oui, je je pense que pense. Rachel est Oui, partie, donc oui. Bah oui, parce que en fait, vous, il est 13 heures maintenant. Non, 14 heures. 14 heures, ouais, 14 14 heures. heures.